Bien, bonjour à tous. Alors, cette vidéo a pour but de vous présenter un projet que j'ai fait avec mes troisièmes, à qui j'ai demandé de créer une escape game. Alors, ça fait plusieurs années qu'on voit fleurir des escape games pédagogiques un petit peu partout. J'ai eu envie de me lancer là-dedans, mais je trouvais que le temps de création pour le temps effectif avec les élèves, c'était pas un rendement quand même très intéressant. Et donc du coup, je me suis dit que que de la créer moi, j'allais accompagner les élèves dans la création d'une escape game qui ferait vivre à leurs camarades. Alors qu'est-ce que c'est une escape game? C'est un jeu d'énigmes qui se fait en équipe. Donc le but c'est de résoudre une série d'énigmes, le tout dans un espace clos. On ne peut pas sortir. On ne peut sortir qu'à la fin du temps si on a réussi, sinon on a perdu. L'ensemble de cette salle dans laquelle on est enfermé doit être extrêmement immersive et raconter une histoire. Et pour résoudre cette série d'énigmes, on est accompagné par un maître du jeu. Alors en l'occurrence, dans la création d'escape game par les élèves, ce sera les élèves qui joueront les maîtres du jeu. Alors un petit historique des escape games, je trouvais ça intéressant de se rendre compte de l'ampleur de ce phénomène. Les toutes premières, elles ont été créées en 2001. Et c'était des escape games purement virtuels de type point and click. Donc on va cliquer quelque part pour avancer dans une histoire. Ensuite, la première vraie escape game, elle a été créée en 2007 au Japon. Donc on voit que c'est quand même récent. Et à Budapest, en 2011, en Europe, a ouvert la première salle européenne. À Paris, la première salle a ouvert en 2013. On est en 2021. Et en 2021, il y a eu 2500 salles créées, 870 enseignes différentes sur toute la France. Donc c'est énorme, c'est quelque chose qui a explosé. Maintenant, il n'y a pas une ville de France qui n'a pas ces salles d'escape game. Alors, les premières salles, elles étaient centrées sur des cadenas et des serrures. On parlait de salles première génération. Donc, il fallait trouver des codes et des clés pour pouvoir déverrouiller des serrures et avancer dans l'histoire. Ensuite, il y a eu les salles de deuxième génération, c'est celles qu'on voit majoritairement en ce moment. Donc, c'est des salles qui non seulement ont des clés et des cadenas, mais incluent des dispositifs électroniques, des électroaimants par exemple, des moteurs, voilà, des choses un petit peu plus connectées. Et enfin, il y a les salles de troisième génération qui utilisent la réalité virtuelle. Alors évidemment, on peut utiliser toutes ces techniques-là. Alors, le but de ce projet, c'est de faire un projet sur l'année, mais qui est filé. On ne va pas le faire tout le temps, on va le faire un peu, faire des pauses, le reprendre, refaire des pauses, le reprendre. Et le principe, ça va être de le faire sur 2 classes minimum, parce qu'une classe va créer pour l'autre classe. Et ça, c'est vraiment très important, parce que ça va agir fortement sur la motivation des élèves. Ils vont créer quelque chose pour leurs camarades. Et donc, du coup, il y a une envie qui se lie à ça. Ils vont les faire jouer. Et alors, ce principe, c'est que toute la classe va créer une seule escape game, et du coup, s'il y a entre guillemets un maillon faible, quelqu'un qui fait pas son travail, l'intégralité du scénario ne fonctionne pas. Et donc du coup, ça génère quand même une responsabilité auprès des élèves, qui entraîne de la motivation, parce qu'il y a un côté ludique, et aussi qui va entraîner de l'entraide entre les élèves, parce que tout le monde réussit ou personne. Alors j'ai toute l'année beaucoup rigolé parce que les élèves ont mis en place des stratégies pas possibles pour surtout ne pas spoil l'autre classe. Même une fois j'avais laissé traîner les documents, je me suis limite fait engueuler parce qu'ils m'ont dit bah, enfin monsieur, il y a les réponses de l'autre classe, c'est pas possible, c'était très drôle. Et ce projet est facilement déclinable en EPI, donc moi j'avais proposé aux professeurs d'art plastique, d'histoire, de français de m'accompagner. Bon, ils n'avaient pas souhaité le faire la première année parce qu'ils étaient un peu sceptiques sur le projet, mais la deuxième année ils étaient d'accord, sauf qu'entre-temps j'ai changé d'établissement, donc il faut à nouveau reconstruire. La difficulté des productions peut être facilement adaptée au niveau des élèves. Alors ça, c'est vraiment très important, parce qu'en fait, si vous avez un groupe d'élèves que vous sentez un petit peu plus fragile sur la programmation, vous allez leur donner une énigme à créer qui est plus simple. Voilà. Si jamais vous les sentez plus à l'aise et que vous pensez que vous pouvez tirer plus d'eux, vous allez pouvoir leur donner quelque chose qui est un petit peu plus charnu en programmation, par exemple. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas un projet qui nécessite beaucoup de matériel, mais qui nécessite par contre du matériel varié. Donc les élèves vont être amenés à voir beaucoup de composants différents et ils vont devoir s'intéresser à ce qui a été fait par l'intégralité de la classe parce que lors de l'animation, lorsque ça sera leur tour de faire vivre cette expérience à l'autre classe, ils devront être capables de réinstaller, d'agir s'il y a un problème, éventuellement de réparer. Donc tout le monde doit être conscient de tout ce qui a été créé.
Alors, ce qui m'a plu aussi dans ce projet et qui m'a motivé à le faire, c'est que je me suis rendu compte en y réfléchissant que ça me permettait de traiter quasiment l'intégralité de mon programme, puisque je vais traiter de la programmation, des compétences réseau, de l'analyse fonctionnelle, de tout ce qui est contraintes, cahier des charges, choix des solutions techniques, les capteurs, les actionneurs, les interfaces, la chaîne d'énergie et d'information. On va pouvoir travailler sur l'information et les signaux, sur les choix de matériaux et évidemment faire de la conception et de la fabrication. Donc là, on balaye quasiment tout le programme de troisième. Et les quelques trucs qui n'y sont pas vont être traités pendant les périodes de pause, justement. Alors les périodes de pause, elles vont nous permettre de faire les commandes de matériel, elles vont nous permettre de finaliser le scénario. Voilà, de tous ces temps où le prof a besoin de respirer pour pouvoir faire un point sur le programme et faire avant de reprendre. Hop. Et enfin, le prof, son rôle dans ce projet, c'est d'être coordinateur et d'apporter les ressources au moment où les élèves en ont besoin. Alors, ce projet, il va mettre l'élève dans des situations d'apprentissage extrêmement variées. Il va se retrouver scénariste, puisqu'il va essayer d'imaginer une histoire, de créer un scénario qui soit crédible. Il va se retrouver concepteur, puisqu'on va modéliser des éléments, concevoir des énigmes, etc. On va se retrouver dans la peau d'un programmeur, puisqu'il va falloir créer tout le programme qui va faire marcher la partie électronique de chaque énigme. On va se retrouver prototypiste, puisqu'on va devoir concevoir des éléments et les fabriquer pour la première fois. On va se retrouver coordinateur, puisqu'on va essayer de nous assurer de la cohérence de nos productions dans le cadre du projet global. On va se retrouver décorateur, puisqu'il va falloir créer des éléments pour rendre la salle immersive. Alors c'est là par exemple qu'on peut aussi se rapprocher de la prof d'art plastique, ça peut être une vraie richesse, ou même de musique pour travailler sur l'ambiance musicale. Ils vont se retrouver dans la peau de communicants, puisque lorsque l'événement de jeu approche, il va falloir communiquer sur ça auprès de l'autre classe. Ils vont se retrouver dans le rôle d'animateur, lorsqu'ils feront vivre l'expérience à l'autre classe, et puis également dans la peau de joueurs, lorsqu'ils vivront l'expérience créée par l'autre classe, justement. Donc c'est cette variété de postures de l'élève qui est très intéressante et qui leur donne l'impression qu'ils ne font pas toujours le même projet. Alors, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Alors maintenant, rentrons concrètement dans la conception du projet. La première étape, c'est de choisir un thème. Exemple de thème, une base lunaire dont le réacteur nucléaire a été piraté et menace d'exploser. Donc ça, c'est un thème, on a 1 heure pour sortir, pour réparer la situation, sinon on meurt. Bon, alors pourquoi pas. Donc, comme je ne souhaitais pas proposer un thème, j'ai mis les élèves en groupe et ils ont réfléchi à un thème. Ils ont eu 3 étapes dans leur réflexion avant de présenter aux autres quelles sont leurs idées, pour qu'on choisisse après pour la classe une seule idée commune. Donc exemple, on pourrait imaginer un scénario qui se passe dans le métro. J'ai des élèves qui avaient réfléchi à un scénario dans un sous-marin, la base lunaire, et j'ai un groupe qui a souhaité l'approfondir. Alors la deuxième étape, c'est d'approfondir un petit peu le scénario dans le thème que l'on a choisi. Pour ça, je leur ai demandé d'écrire les différentes étapes de leur scénario sur des post-it, de façon à en faire une sorte de grosse carte globale qui décrivent les étapes de leur scénario. Hop. Alors, exemple de quelque chose qui a été proposé par mes élèves et qui est allé au bout, puisque c'est celui qui a été élu meilleur projet, et du coup toute la classe s'est consacrée à ça. Alors, une base de recherche suspendue risque de tomber dans la cheminée d'un volcan actif. Alors, leur idée, c'était qu'il y a une personne qui est enfermée dans cette station de recherche et que les joueurs sont à l'extérieur de la station, dans une partie de la base qui n'est pas suspendue mais qui permet de contrôler la partie suspendue. Alors, il y a 3 panneaux de contrôle qui permettent de contrôler justement cette base et il faut réussir à activer chacun de ces 3 panneaux. Si on y arrive en moins d'1 heure, on réussit. Si on n'y arrive pas, on échoue. Et il y a des séries d'énigmes qui vont permettre de récupérer chacun des 3 panneaux. Donc, première série, premier panneau, deuxième série, deuxième panneau, troisième série, troisième panneau. Donc ça, c'était ce qu'ils ont présenté à la classe.
L'étape suivante, ça va être de réaliser, alors ça va très très vite, hein, il faut à peine un quart d'heure pour faire ça, une petite planche de tendance qui illustre l'univers graphique dans lequel va se dérouler l'escape game. Donc on récupère des images sur internet, on les compile grâce au logiciel Turbo Collage et ça nous fait un petit document qu'on peut présenter à la classe et qui donne un peu un visuel du projet en fait. Et donc là, on arrive au moment de l'oral. Donc chaque groupe va passer au tableau et présenter son thème, son scénario, sa planche de tendance. Ensuite, de façon complètement démocratique, on fait un vote. On choisit le projet qui plaît le plus à la majorité des élèves. Et c'est ce projet qui va être développé par toute la classe. Le projet qui a été choisi dans chacune de mes 2 classes, donc c'est celui-ci. Et l'autre a travaillé sur la machine à voyager dans le temps. Une fois qu'ils avaient fini ça, je leur ai donné un cahier des charges qui va décrire ce qu'est une énigme. Parce que chaque groupe d'élèves va devoir créer une énigme. Alors je dis une énigme, mais en réalité c'est une énigme, ça peut être plusieurs petites qui en constituent une grosse, parce qu'il va falloir qu'il y ait des étapes. Alors les points importants de ce cahier des charges, je ne vais pas vous le lire en intégralité, mais je vous donne les éléments principaux. L'escape game, elle doit être mobile, donc il faut que le matériel, on puisse l'installer n'importe où. Les élèves sont responsables d'une série d'énigmes qui fait entre 6 et 9 étapes. En moyenne, la résolution de toutes les étapes d'une énigme, ça doit prendre 6 minutes, à un groupe de 4 à 5 joueurs. Il faut qu'il y ait obligatoirement une partie programmée dans l'une des étapes, parce que sinon on ne peut pas traiter cette partie du programme. Et du coup, comme il y a une partie programmée, il y a aussi le boîtier pour inclure tous les composants, pour les dissimuler, donc il y a une partie aussi fabrication qui est liée à ça. On peut imaginer des fausses pistes et des indices qui permettraient d'avancer si vraiment les élèves sont en galère. Après, le reste des contraintes, vous les avez au tableau. Donc à partir de ça, une fois que j'aurais donné le cahier des charges, j'ai fait un petit peu un inventaire avec eux du matériel dont je disposais. Alors pour ce genre de projet, il ne faut pas beaucoup de matériel, en revanche, il faut du matériel varié. Parce que l'idée, c'est que des groupes utilisent un bar graph, un autre groupe va utiliser du buzzer, un autre va utiliser un joystick. L'idée, c'est qu'on utilise du matériel très différent pour que chaque énigme soit très différente, justement. Parce que si tout le monde utilise la même chose, c'est pas très varié, pas très intéressant. Et après, je leur ai donné une fiche qu'ils devaient me compléter et que j'allais relever. Et c'est sur cette fiche qu'ils vont indiquer les différentes étapes de leurs énigmes. Alors, je vous ai mis un exemple qui a été créé par le groupe parce que j'ai pas eu la présence d'esprit de prendre en photo ce genre de document pour pouvoir vous montrer ce qu'ils avaient fait. Mais ça ressemblait globalement à ça. Le but de l'énigme, en haut, donc là, c'est ouvrir un coffre. Première étape, sur une table, il y a une boîte. Et pour ouvrir cette boîte, il faut poser des statuettes aux bons emplacements. Alors du coup, la deuxième étape, ça va être de déterminer où sont ces statuettes. Alors comme matériel, ça demande des aimants qui seront mis dans chacune des statuettes et des ILS. Deuxième étape, trouver les statuettes. Alors là ils l'ont mis en une seule étape, mais en réalité on pourrait dire que ça en fait 3. Hein. Donc la première, il faut la trouver, elle est simplement posée sur le bureau. La seconde, elle est cachée dans un livre qui a été creusé et qui est rangé dans la bibliothèque. Et la troisième, elle est dans l'une des énigmes d'un autre groupe. C'est-à-dire qu'un autre groupe, il va avoir une boîte à ouvrir, elle sera dedans. Une fois qu'on a posé chacune des statuettes à son emplacement, ça active les 3 ILS et la boîte s'ouvre. Donc elle était fermée par un électroaimant et quand l'électroaimant est désactivé, on peut sortir un petit tiroir. Dans ce tiroir, on va trouver une clé USB, un pulse en papier. Alors là, le pulse en papier, en l'occurrence, pour eux, c'était une fausse piste. Mais c'est important aussi qu'il y ait des fausses pistes dans une escape game, sinon on a l'impression que tout est linéaire et que c'est trop facile. Notez que donc, dans une bonne série d'énigmes, donc là il y a 4 étapes décrites, mais en réalité si c'était découpé différemment, on serait à 6 ou 7. Donc du coup on peut considérer que là c'est cohérent, ça fait une seule et même énigme. Il y a à la fois de la fouille, puisqu'il faut chercher des éléments dans la salle, il y a un petit peu de manipulation avec la boîte, et là il y a quand même pas mal de réflexion parce qu'il faut comprendre comment utiliser ces fameuses statuettes.
Alors une fois que toutes ces fiches-là avaient été complétées, moi je les ai récupérées, je les ai compilées dans un gros document qui récapitule donc le scénario global de la classe. Alors on va retrouver sur ce document notre scénario de la statuette qui est ici. Alors, vous voyez, c'est le groupe avec ces 3 prénoms qui a dû le faire. Voilà. Alors comme c'était un petit peu léger en termes de production, je leur ai rajouté la création de la grille de mots croisés pour le mot de passe du PC par exemple. Donc j'aurais rajouté une petite mission en plus. Voilà. Alors ici on va retrouver le volcan avec la plateforme qui doit être activée par 3 systèmes, ce que je vous ai décrit plus tôt. La série d'énigmes qui permet d'arriver à ouvrir cette partie-là du volcan, la deuxième série qui permet d'activer le deuxième panneau de contrôle, et la troisième série pour le troisième panneau de contrôle. Voilà. Alors ce qui est important, quand vous concevez ce type de document avec le scénario de l'intégralité de votre classe, c'est que vous ayez quelque chose qui ne soit pas trop linéaire. Il faut qu'il y ait plusieurs actions possibles dès le début. Donc là, les élèves, quand ils rentrent dans la salle, ils sont dans la salle, dans la centrale thermico-volcanique, ils l'ont appelé comme ça. Il y a la bibliothèque, il y a l'ordinateur, on va pouvoir partir sur trouver le mot de passe de l'ordinateur, trouver le login, il y a des affiches dans la salle qui vont servir pour une autre énigme, il y a des choses dans la bibliothèque, voilà. Donc on peut partir et faire plusieurs choses en parallèle, et puis au fur et à mesure de la résolution, ça va s'arrêter. Alors, pensez qu'une des règles des escape games, c'est que chaque élément de la salle ne doit servir qu'une fois. Voilà. Quand vous créez votre scénario, ça c'est très très important d'y penser. Voilà. Et il y a également un système d'aide, mais j'y reviendrai plus tard, donc là il est décrit ici. Alors ça, ce document, une fois que je l'ai produit, donc c'était pendant qu'on avait mis le projet en pause, c'est ce qui m'a pris le plus de temps. Le gros boulot du prof, il est là. Après, une fois que ça c'est prêt, vous avez pratiquement tout le reste de votre année qui roule. Je l'ai imprimé donc en couleur et je l'ai donné à chaque élève. Et ils doivent repartir de ce document pour faire leur production. Ce document leur sert de cahier des charges complémentaire en plus du cahier des charges que je leur avais précédemment donné. Alors vous voyez que ça c'est le projet tel que je leur ai donné juste après la mise en place du scénario. Et ça c'est ce que ça a donné à la fin. Voilà. Donc il y a eu quelques petites modifications en cours d'année qui sont liées à des choses que les élèves vont dire c'est plus cohérent si je fais comme ça, ok d'accord très bien. Donc de temps en temps on fait des revues de projet, on modifie un petit peu notre document, mais la trame globale elle n'a pas bougé. Ce qui a bougé c'est quelques petits détails dans une énigme ou dans une autre. Donc ça c'est le scénario final. Là, vous avez le scénario final de ma deuxième classe, donc qui est un peu plus léger en termes d'étapes, qui travaillait donc sur la machine à voyager dans le temps. Et on retrouve toujours ce fonctionnement en série d'énigmes, donc plusieurs énigmes qui se succèdent pour arriver à un résultat qui va déverrouiller autre chose. Et puis ce système où on part d'un lieu et il y a plusieurs actions au début qui peuvent être menées en parallèle. Voilà. Toujours un système d'aide, j'en reparlerai plus tard. Alors, une fois que votre scénario est prêt, vous le redonnez aux élèves, et là, on se lance vraiment dans la fabrication, chacun de notre partie. Du coup, je vais vous mettre quelques exemples de fabrication. Je ne vous mets pas les étapes de la fabrication, parce que d'abord, je n'ai pas pris des photos, et puis de toute façon, vous êtes prof de techno, vous savez faire fabriquer les élèves, vous savez les faire modéliser sur SketchUp ou sur un autre logiciel si vous en utilisez un autre, vous savez les faire programmer. Donc là, moi, je vous montre le résultat pour se rendre compte un peu de ce que ça peut donner. Donc là, ici, vous voyez par exemple sur l'exemple 1, le volcan qui a été créé en papier mâché par les élèves avec la plateforme faite en impression 3D qui est suspendue à l'intérieur du volcan, qui menace donc de tomber. Et puis on voit que c'est connecté à des grands piliers avec des servomoteurs, et chaque servomoteur est commandé dans une des boîtes qui est fermée par un cadenas. Donc il y a les 3 boîtes, la rouge et puis les 2 jaunes. Et du coup, chaque série d'énigmes va permettre d'ouvrir un des cadenas, qui donne du coup accès au panneau de contrôle du moteur pour pouvoir remettre la plateforme en haut bien positionnée. Deuxième exemple, ici, c'était des élèves qui ont travaillé, donc là c'est dans la machine à voyager dans le temps, donc ils ont mis des affiches d'époques différentes, et sur l'une des affiches, celle que vous voyez là qui est présente à l'écran, il y avait des boutons secrets sur le cadre, et quand on active les boutons secrets, ça va afficher un message en morse sur l'écran qui est au fond.
Et quand on décode ce message, ça nous donne des codes qui permettent d'ouvrir des cadenas. Dans l'exemple 3 qui est ici, vous avez une boîte à tuyaux et qui fonctionne avec des badges RFID. Donc dans chaque tuyau, on va récupérer des badges. On va les badger. Et une fois qu'on a badgé, sur l'écran s'affiche un message. Donc là, par exemple, il y a un badge qui se récupère avec une canne à pêche, l'autre avec des baguettes chinoises, il faut faire remonter. Bon voilà, il y a tout un tas de systèmes, c'est assez tourné sur la manipulation, mais en même temps, ça inclut de l'électronique, donc ça fonctionne plutôt bien. Quatrième exemple, j'ai un groupe qui a travaillé sur un dictionnaire qu'on a creusé et dans lequel on a inclus donc toute l'électronique pour faire un espèce de dictionnaire connecté. Et donc du coup, vous avez un écran, vous avez des potentiomètres, et à l'aide des pages restantes, il fallait trouver les bons réglages sur les potentiomètres pour que l'écran s'affiche en vert et nous donne un code. Ici, vous avez une autre énigme, donc là, c'est un boîtier qui contient des tas et des tas de composants qui ne sont pas tous reliés d'ailleurs. Et après, il faut activer les bons composants dans le bon ordre à partir du journal du scientifique que vous voyez sur le côté. Et du coup, si on réussit ça, ça donne également un code. Alors, dans toute escape game, il faut penser à un système d'aide pour que lors de la réalisation finale, les maîtres du jeu, donc qui sont joués par les élèves, puissent apporter des indices aux élèves. Alors, dans mes deux escape games, ça a été traité de façon très différente. Dans la première, c'est vraiment un groupe qui s'est occupé de créer des choses pour le système d'aide, puisque leur idée, ça a été de dire, ok, le système d'aide, en fait, c'est une intelligence artificielle, l'intelligence artificielle de la machine à voyager dans le temps, et elle est prête à nous aider, mais à condition qu'on réussisse des défis qu'elle nous lance. Donc il y a des défis qui sont ici présents dans des boîtes. Si on veut de l'aide, on demande à l'IA sur le chat de nous donner un indice. Elle va dire ok, mais vous réalisez le défi 1, on fait le défi 1, elle nous observe avec la caméra, si on a réussi le défi 1, elle nous aide, si on n'y arrive pas, elle boude. Voilà, c'était ça l'idée. Alors à la base on voulait le faire surveiller par une caméra, puis finalement on a juste utilisé quelqu'un qui venait sous la forme d'un hologramme, mais avec une caméra IP ça peut être vraiment sympa. Donc dans ma deuxième classe, ils n'ont pas eu un groupe qui a travaillé spécifiquement là-dessus, parce qu'en fait le système d'aide il est venu de façon assez logique. On a une personne qui est enfermée dans la centrale qui se casse la figure, en l'occurrence Mireille. Donc cette Mireille, elle apporte de l'angoisse puisqu'elle a un micro, qu'elle peut parler dans son micro et on l'entend grâce à des enceintes dans la salle. Donc du coup, elle nous fait part de sa peur, etc. Mais on peut aussi lui poser des questions à Mireille puisqu'elle nous entend. Et du coup, on peut lui demander des indices et elle, comme elle connaît bien la centrale, elle arrive un petit peu à nous aider. Alors, je vous ai mis d'autres idées qu'on peut utiliser pour un système d'aide, comme des imprimantes, un message sur un écran, des talkie-walkie, etc. Alors ensuite, concrètement, le jour où vous mettez en place votre escape game, alors il faut faire un roulement avec des équipes d'élèves qui vont tourner. À chaque fois, vous avez une équipe qui joue de la classe A, et puis une équipe d'élèves qui anime de la classe B. Et puis le lendemain, vous inversez. Donc moi, pendant 2 jours, on a banalisé un lieu pour ça. Alors j'ai eu de la chance de travailler dans un établissement où il y avait du matériel dans le cadre d'une option art de la scène. Donc du coup j'ai pu utiliser leur matériel, les projecteurs avec la console qui permet de gérer les lumières et puis la console de son. Mais si vous n'avez pas ce genre de matériel, c'est pas du tout un problème. Une petite enceinte avec de la musique, ça marche aussi très très bien pour une ambiance. Donc voilà, ça, la salle, vous l'adaptez à vos moyens évidemment. Et puis nous, on avait également 2 ordinateurs, un qui permettait de parler en étant l'IA, et puis un second qui était dans la salle. Donc dans mes 2 scénarios, il y avait un ordinateur dans la salle d'ailleurs, pour les joueurs. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Déjà, merci de m'avoir écouté. Et puis du coup, là, je vous mets une petite vidéo en accéléré de résolution de l'escape game, de celle sur le volcan, pour que vous ayez une idée de ce que ça peut donner. Voilà, merci pour votre écoute et bonne découverte. Ceci n'est pas un exercice. Je répète, ceci n'est pas un exercice.
Les câbles retenant la centrale vont céder. C'est une alerte rouge de niveau 3. Il n'y avait pas que 2 niveaux? Si, il me semblait. C'est pas la question, c'est une alerte rouge de niveau 3. Si on n'avait pas envisagé un niveau 3, alors imagine la catastrophe. Et cerise sur le gâteau, la centrale a été sabotée. Qui a pu faire ça? Ah, les femmes et les enfants d'abord. C'est qui a encore merdé? Les bêtises, c'est ton métier. Alors, bref, sortez tous de là. La centrale, à cause de l'alerte rouge de niveau 3. Là, on a un petit labyrinthe de billes pour récupérer une bille. On ouvre le fichier qui est sur la clé USB, ça nous donne un coffre virtuel qui a été créé par un prof de techno, c'est pas de moi, mais j'ai pas réussi à retrouver le nom du prof qui l'avait créé. Ici, il y a des affiches, il faut compter le nombre d'oiseaux, donc ça nous donne la couleur jaune sur le code. Quand on appuie sur le bouton, on obtient également la couleur orange avec son numéro au niveau du coffre virtuel. Pour trouver la couleur verte, il faut utiliser le dictionnaire, qui s'ouvre grâce à une clé qui est cachée derrière le miroir. Une fois que vous avez trouvé les bons réglages, ça va vous donner 2 valeurs à additionner qui vous donnent le code vert. Pour le bleu, il faut peser la bille. Il y a un indice qui est donné en vocal pour pouvoir s'en rendre compte. Donc elle fait 4 grammes. En règle 4. Et pour le violet, c'est la même chose. Il va falloir comprendre à partir de l'indice qui est donné qu'il faut compter les oiseaux. Il y en a 2. C'est donc la valeur 2 qu'il faut mettre pour ouvrir le coffre. Alors dans ce coffre, il y a plusieurs informations. Il y a un message qu'on peut lire avec un miroir et puis des choses qui parlent de la description d'une vidéo YouTube. Donc on comprend qu'il faut aller sur YouTube à une adresse précise. Alors là, on récupère un indice qui est caché dans le tampon, qui est un code RGB et qui va marcher avec la vidéo. Donc on avait créé une petite vidéo et dans la description de la vidéo, vous avez des codes couleurs. Quand ces couleurs, ça nous permet de connaître donc quelle est la bonne couleur et ensuite de le rentrer sur la boîte. Donc on fait les couleurs dans le bon ordre et si l'ordre est bon, l'accès est autorisé. On récupère une clé qui permet de déverrouiller le premier panneau de contrôle de la base suspendue au-dessus du volcan. Pour récupérer la deuxième clé, le deuxième code, il faut utiliser cette boîte à tuyaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc il y a un élément qui se récupère avec une canne à pêche. J'ai fait quelques coupes. On a le deuxième numéro. Le troisième numéro, il se récupère grâce à des baguettes chinoises. On va pouvoir faire remonter le badge RFID. On obtient le troisième code. Et le quatrième numéro, c'est en comptant le nombre de tuyaux. On peut donc ouvrir l'accès au deuxième panneau de contrôle. Pour le troisième, il faut utiliser le journal de scientifique sur lequel il manque une page, trouver la page manquante. Une fois qu'on a trouvé la page manquante, on nous parle de la chaise qui saigne. On regarde le pied de la chaise qui saigne, on trouve un indice, le plan de la centrale. Quand on déchiffre correctement l'indice, on arrive à trouver le code grâce à ce dernier panneau de contrôle. On a le dernier code qui déverrouille le dernier cadenas d'accès au panneau de contrôle de la base. Et là, on va pouvoir restabiliser la base à sa bonne position. Une fois qu'elle est stabilisée, Mireille est sauvée, elle nous remercie, le jeu est terminé, bravo et bravo à tous les élèves qui ont conçu ça.